Donc, nous allons avoir une présentation de Johan Meulmans sur le bâtiment. Quelqu'un qui vient de l'entreprise. On a eu ce matin un monsieur d'EDF, Bernard Salat. On a des gens de Saint-Gobain qui sont évidemment impliqués dans des laboratoires de recherche, dans des entreprises, pour essayer aussi de trouver des solutions d'adaptation ici sur le bâtiment. Donc, Johan, tu as la parole. Toujours pareil, 25 minutes, 5 minutes de questions. Ok, voilà. Merci Mathieu, bon après-midi à tout le monde. Alors, ça va être un peu moins bucolique que la présentation précédente. Parler de bâtiment, et notamment ce qu'on peut faire au niveau de son enveloppe. Okay, donc je ne vais pas vous parler des systèmes, mais je vais plutôt me focaliser sur, en termes de changement climatique, tous les risques liés aux fortes chaleurs, vagues de chaleur. Le reste, je ne le traiterai pas, faute de temps aujourd'hui. Bon, contexte en jeu, quelques notions de physique du bâtiment pour poser un certain cadre, et puis après des solutions à donner un peu plutôt un aperçu de stratégies qu'on peut mettre en œuvre sans forcément rentrer dans le détail de telle ou telle solution, parce que sinon on pourrait y passer toute l'après-midi, voire plus, et puis conclure et vous donner quelques perspectives en étant tout aussi optimiste que l'orateur précédent. Alors, quelques chiffres, ça a déjà été répété, c'est l'avantage de passer l'après-midi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais en termes de consommation, le secteur résidentiel compte pour à peu près 30% en France et 12% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est principalement dominé par le chauffage. Okay, et ce qu'on voit là, tout ce qu'on a dit sur la prospective en termes de climatisation, au jour d'aujourd'hui, c'est 0,2%. Okay, donc plus tard, ça va augmenter, mais pour l'instant, sur les chiffres qui ont été publiés, ça reste vraiment marginal. Voilà. Quelques chiffres en termes de nombre de logements. On est autour de 37 millions et on en construit à peu près 300 000 par an, ce qui veut dire qu'on a 1% de renouvellement du parc, ce qui veut dire que la question d'atténuation, d'adaptation, elle se pose essentiellement sur le parc existant et donc les questions de rénovation. Donc on parle beaucoup de neuf sur les réglementations environnementales, ce qu'on peut faire, comment on le fait, on sait faire, mais la question de la rénovation, elle est prégnante. Ça a été illustré ce matin par Vincent Viguier, notamment les toits parisiens. Il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, notamment sur la préservation de l'héritage culturel, la valeur patrimoniale de ce type de bâtiment, notamment en Europe. Okay, d'autres chiffres aussi, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, donc de chaleur, mais au jour d'aujourd'hui, et je vous montrerai un autre chiffre tout à l'heure, il y a aussi pas mal de gens, la précarité énergétique au niveau du froid et du chauffage. Il y a quand même 20% des ménages qui déclarent souffrir du froid dans leur logement. Okay. Et je vais vous montrer juste après la part de personnes qui déclarent souffrir de fortes chaleurs. Voilà. Hop. Au niveau la Commission européenne, il y a un document assez très bien qui a été sorti il y a 2 ans, qui permet un peu de cadrer par rapport à l'Europe et aux bâtiments tout ce qui est en termes d'aléas climatiques, en les classant par tout ce qui est risque aigu, risque chronique, et par différentes typologies, donc ce qui est lié à la température, au vent, tout ce qui est lié à l'eau, on a beaucoup parlé de l'eau, et puis on va dire tout ce qui est plus lié au sol, et en bleu, tout ce qui est vraiment prégnant, et donc les vagues de chaleur en font particulièrement partie, et c'est sur cet aspect-là que je vais focaliser ma présentation dans la suite. L'optimisation ou les solutions d'adaptation, il ne faut pas raisonner en silo, ça a déjà été dit, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des risques, calculer les expositions, les vulnérabilités, et puis après arriver à des solutions qui sont, on n'arrive pas à quelque chose qui est mal adapté, qui est optimal potentiellement pour le risque de chaleur, mais qui ne serait pas bien pour, par exemple, le lien avec, par exemple, tout ce qui est lié aux pluies ou aux incendies. Voilà. Alors, ça a déjà été montré, donc je la mets quand même, mais du coup, ça permet d'un ordre de grandeur, un site qui est plutôt pas mal, qui est sous l'égide de l'OID, qui permet en fait, suivant les différents scénarios qu'on peut avoir et l'horizon temporel, de regarder le nombre de jours où il y a une vague de chaleur par an. Et donc là, ce que vous voyez sur la carte France métropolitaine hexagonale, c'est on va de 0, donc on est plutôt Normandie, Côte d'Armor, à 51 jours quand on est alors dans les zones montagneuses ou pourtour méditerranéen. Okay, donc ça, c'est avec le scénario TRAC, donc plus 4 degrés. Voilà.
Et donc voilà, un baromètre qualité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un baromètre qui a lieu chaque année où on interroge un certain nombre de ménages français sur leur ressenti, sur comment ils se sentent dans leur logement. Et il y a de plus en plus de questions liées à la perception des vagues de chaleur et des canicules. Et je pense que ça ne vous surprendra pas, parce que si on faisait, je pense, un sondage ici, on arriverait à peu près au même chiffre. Il y a à peu près quand même un peu plus d'un Français sur deux qui déclare souffrir de la chaleur, qui souffre de la chaleur et qui pense que son logement n'est pas adapté contre la canicule, et c'est particulièrement vrai quand on vit en ville, et notamment en région parisienne. Okay. Donc on a dit 20% le froid, 60-70% par rapport à la chaleur. Okay. Voilà. Donc quand on a dit ça, et ça devient de plus en plus dans le débat public aussi, hein, quand on fait la rénovation, etc., la première question sur un certain nombre de projets, c'est faire en sorte que on puisse passer ces vagues de chaleur. On parle beaucoup de confort thermique, mais on parle de plus en plus plutôt d'habitabilité l'été, donc estival. Okay, donc on en vient à se dire, est-ce que les bâtiments sont ou seront encore habitables, ce qui est quand même leur fonction première. Voilà. Alors, les enjeux, moi j'en retiens deux, hein, c'est ce que je viens de dire déjà, préserver l'habitabilité estivale des logements, et puis il y a quand même une question sous-jacente quelque part, hein, quand on parle beaucoup d'adaptation, mais l'atténuation, donc c'est la maîtrise de la consommation énergétique dans un environnement où l'énergie n'est pas forcément tout à fait décarbonée. Alors en France, d'une certaine manière, avec la production d'électricité qui est très décarbonée, mais dans d'autres pays, c'est pas tout à fait la même chose. Au niveau de la PNAC, sur la mesure numéro 9, adapter le logement au risque de forte chaleur, il y a un certain nombre d'actions qui ont été lancées. C'est assez intéressant de voir, en tout cas, la perception, ce qui a été retenu il y a une premier point qui est améliorer la connaissance. Donc c'est un peu ce qui avait été présenté tout à l'heure sur le guide qu'a présenté Vincent de l'ADEME, qui était, il y a un niveau de connaissance ou efficace qui est perçu par les pouvoirs publics sur quel état des connaissances et quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a à travailler. Après, il y a aussi rénover. Et la question de, est-ce que quand je rénove comme je le fais aujourd'hui, qui est plutôt dans une logique de protection contre le froid pour l'hiver, est-ce que si je le fais pour l'été ou dans un futur climat où il fait un peu moins froid mais beaucoup plus chaud, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Des éléments de réponse dans la suite. On parle du neuf, et puis après, il y a la question, un peu comme ce qui a été dit à la présentation précédente, qui est quelque part sensibiliser le grand public, et c'est un petit peu comme on l'a fait pour la canicule, à un moment suite à 2003, c'est de sensibiliser les gens aux gestes à avoir et aux attitudes à avoir pour se prémunir des risques sanitaires liés à ces vagues de chaleur qui se veulent de plus en plus fréquentes et fortes. Voilà. Alors, physique du bâtiment, mais je vais commencer déjà par présenter quelque chose qui est souvent mal connu, peu connu, ou avec un certain nombre d'écueils, qui est le diagnostic de performance énergétique. Donc faire quelques rappels. Donc c'est un cadre commun qui est au niveau de l'Union européenne, donc chaque pays le déroule à peu près de la même façon, et ça, alors je vais insister sur plusieurs choses, ça renseigne. Donc on parle de consommation, mais non, ce sont des estimations de besoins en consommation, qui se basent sur plusieurs choses. Et du coup de leur impact en termes d'émissions, au vu du système de chauffage ou de rafraîchissement et du vecteur énergétique qui est employé. Donc ça donne une étiquette avec la fameuse lettre qu'on connaît à peu près tous et qu'on peut voir sur toutes les annonces immobilières. Et puis avec le côté alors très marketing, on va dire, de passoire énergétique FEG, avec une conséquence depuis quelques années on ne peut plus mettre en location et bientôt plus mettre en vente ce type de logement. Ce qui fait qu'il se passe des choses. Okay. Ces besoins, et non consommation, elles dépendent à la fois de la performance de l'enveloppe, c'est-à-dire typiquement du niveau d'isolation, niveau d'étanchéité à l'air, des équipements qui sont associés en termes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, etc., et des usages. Et typiquement, pour faire ce calcul, on se base sur des notions d'usage conventionnel. Donc on va dire que les gens se chauffent à 19 degrés, mettent la clim au-dessus de 26 degrés, prennent tant de douches par jour, etc. Donc ce n'est pas une consommation réelle, c'est plutôt une estimation de ce qui va se passer. Si on prend le registre des DPE, typiquement au niveau de la base nationale, on va voir qu'on est très piqué à C et D, hein, okay, et les nouveaux logements sont plutôt à A. Si je multiplie ça par ce que je vous présentais après, par typiquement l'écart de température entre ce 19 degrés et la température qu'on a à l'extérieur, on pourrait arriver à des consommations. Si on agrège tout ça au niveau du parc, on devrait retomber sur les chiffres qu'on a, et ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Okay. Pourquoi? Parce que d'une, la performance à la fois de l'enveloppe et des systèmes, faute de ne pas la mesurer, bon, on ne la connaît pas, donc il y a un écart et une incertitude par rapport à ça, et il y a les usages avec les fameux effets rebonds, mais il n'y a pas que ça. Okay. Typiquement, de prendre une valeur dimensionnante à 19 degrés chez soi, alors qu'on sait pertinemment que les gens sont plutôt à 21, 22, on a déjà un offset par rapport à ça. Okay. Alors, j'en ai déjà parlé. Du coup, si on fait un bilan thermique à l'échelle de l'enveloppe d'un bâtiment,
En termes de déperdition, donc ce qu'on va perdre, il y a ce qu'on appelle les pertes par transmission, donc tout ce qui va passer au travers des parois opaques, le sol, le plafond, les murs, les parois vitrées, donc ça va être les fenêtres. Okay. Et puis après, on a des gains aussi, donc ce qu'on appelle des gains externes et qui sont gratuits, donc le soleil. Okay. Alors, il ne faut pas oublier que l'hiver, c'est sympa quand même d'avoir du soleil qui va chauffer gratuitement le bâtiment. Okay. Donc les fenêtres, ça sert aussi à ça, c'est pour avoir un confort visuel, avoir de la lumière et aussi avoir de la chaleur qui va rentrer gratuitement. Okay. Et puis interne, donc suivant ce qu'on fait dans son bâtiment, les usages qu'on peut en avoir, on a aussi des gains. C'est-à-dire, typiquement, si je suis là comme ça en train de vous parler, je vais à peu près faire 50 watts. Okay. Si je suis en train de courir, je vais plutôt faire à 100 watts. Okay. Voilà. Et effectivement, forcément, si vous êtes un bâtiment pas isolé ou isolé, ben on va dire, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais le diamètre des flèches de ce qui va sortir n'est pas tout à fait le même. Et voilà. Et aussi, la répartition entre les pertes par transmission et par infiltration ne sont pas les mêmes. Okay. Voilà. Alors maintenant, la dimension du confort thermique. Okay. Et comment on le simplifie et comment ça arrive dans la réglementation pour faire des calculs après qui vont être dimensionnants. Alors déjà, la notion de confort est assez subjective. Okay. Donc c'est plutôt un état d'esprit, c'est comment on se sent. Donc il y a une dimension à la fois physiologique, physique et psychologique, socio-psychologique. Et c'est assez personnel. Okay. Donc ça dépend à la fois de paramètres physiques qu'on peut mesurer assez simplement, comme une température, une humidité relative, une vitesse d'air, le rayonnement incident qu'on peut avoir ou percevoir, le taux de renouvellement d'air. Okay. Après, ça dépend aussi comment on se sent, si on se sent joyeux, sympa, si on a pris un verre de vin avant ou pas, ce genre de choses. Voilà, ça peut jouer. Alors après, quand on veut rentrer ça dans un indicateur et qu'on dit ça dépend, ça dépasse, les ingénieurs et les thermiciens, ils font des choses plutôt assez simples. Ils vont se baser plutôt sur des écarts à une température opérative. Donc la température opérative, c'est ce qu'on appelle souvent la température perçue. Donc et finalement, la température que vous ressentez au vu de la température d'air, du rayonnement que vous pouvez avoir, et aussi tout ce qui est, on va dire, vitesse du vent et ce genre de choses. Okay. Donc il y a différents guides et différentes façons de le faire. Soit vous considérez qu'au-dessus vous passez un certain seuil en température qui peut être soit statique, soit dynamique, et vous comptez, vous faites un écart cumulé, vous regardez où vous arrivez. Okay. Soit vous faites des choses un petit peu plus compliquées, alors je ne rentre pas dans les détails, je dirais un psychométrique de Lacheray à droite, mais typiquement, on va prendre aussi en compte l'effet de l'humidité relative et de la vitesse de l'air, qui peut un peu modifier les choses. Typiquement, à isotempérature, si vous avez plus d'humidité, vous n'êtes pas au même niveau de confort. Okay. Et puis après, l'indicateur qui est au jour d'aujourd'hui dans la réglementation environnementale en France, qui s'appelle le degré heure, qui a un écart cumulé en fait entre une température opérative et une température de confort. Et puis on met des seuils en fonction du nombre d'heures cumulées qu'on a passé sur la période estivale en occupation, pour pouvoir dire si le logement est conforme, s'il ne l'est pas du tout, s'il y a des adaptations à faire, et ça dépend en fonction du type de logement que vous allez avoir, si vous êtes en individuel, si vous êtes en collectif, précis en tertiaire, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Puis après, sur les conforts, vous avez aussi différentes catégories qui permettent de mettre des seuils. Voilà. Alors c'est bien, on ne s'est pas concerté avec Philippe, mais on va présenter, je m'étais dit, je ne sais pas trop s'il va le présenter ou pas, mais du coup je rentre un peu plus dans le détail que ce qu'il vous a présenté tout à l'heure. Une façon de regarder les choses, avant de regarder ce qui se passe en termes de déperdition, de performance au niveau de l'enveloppe, c'est on peut regarder ce qu'on appelle les degrés jours de chauffage ou de rafraîchissement, qui nous permettent, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est un écart cumulé à une zone de confort. Okay. Et donc, si on fait ça, on peut le faire avec les projections climatiques et regarder ce que ça donne. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une collaboration avec le LMD, le CIRED et Saint-Gobain, dans le cadre du postdoc de Sylvain Cros. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé différents scénarios. En fonction, du coup, vous avez les degrés jours cumulés en fonction de l'année, en regardant différents forçages radiatifs et en intégrant aussi la dimension évolution de la population. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il y a des projections, il y a des études de l'INSEE qui montrent que, typiquement, c'est la courbe en bleu, on va avoir un accroissement de la population jusqu'en 2050, après ça va légèrement décroître, et après ça va se stabiliser. Et puis après, on a aussi des projections qui commencent à arriver en termes de spatialisation, c'est-à-dire est-ce que les gens vont plus aller en Normandie, plus dans l'Hérault, en PACA, ce genre de choses. Voilà. Donc si on regarde sur la gauche, la projection au niveau de la France métropolitaine, ce qu'on voit, c'est déjà, oui, d'accord, potentiellement les besoins en chauffage diminueraient, de l'ordre de à peu près 20-30%, okay, suivant les scénarios qu'on peut prendre.
Si on prend en compte effectivement l'évolution de la population, forcément on a plus de gens, c'est pas juste les bâtiments, mais c'est le nombre de gens, donc du coup c'est le nombre de logements, et donc ça peut augmenter, ça augmente légèrement les choses. Le rafraîchissement va augmenter, mais si on regarde les échelles, parce que beaucoup de choses qui ont été présentées jusqu'à présent, des fois c'est adimensionné ou c'est en relatif, on est en pourcentage, oh là attends, ça augmente de 50%. Enfin, si on augmente de 50%, on a un truc qui est 30 ou 40 fois inférieur à l'autre, ça change un petit peu les choses. Donc ça permet de remettre quand même en perspective un certain nombre de choses. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est si on sort de juste l'échelle métropolitaine, France hexagonale, c'est regardé par département. Alors là, je vous en ai mis qu'un, parce que pour le coup, sur l'Hérault, là, on se retrouve avec quelque chose qui est assez contrasté. C'est finalement à l'horizon 2100, sur un RCP 8.5, on se retrouve avec moite-moite entre 50, typiquement sur des CDD, on est à peu près à la moitié la moitié ou voire même les 2 tiers de HDD. Okay, donc là, c'est très contrasté. Si je me mets en Bretagne ou dans l'Orne de la France, c'est pas du tout la même chose. On est plus qu'on retrouve sur la gauche. Okay, la suite de ça, on ne présente pas le temps de le présenter aujourd'hui, mais c'est la thèse d'André Mounier qui va coupler ça, en fait, ou ce genre d'analyse avec typiquement des typologies de bâtiments, de le clusteriser au niveau de la France, et puis de faire avec différents scénarios de rénovation et de regarder ce qu'on va donner. Voilà. C'est un élément important aussi quand on parlait de confort. Tout à l'heure, on parlait beaucoup, quand on parlait à l'échelle urbaine, on parlait de confort de gens, soit qui travaillent, ce que disait Valérie Masson-Delmont, ou les piétons, typiquement avec les phénomènes d'îlots terrain. Et après, là, le focus est vraiment sur l'ordre, donc à l'intérieur du bâtiment. OK, donc, voilà, pour préciser ça. Pour autant, c'est important de regarder un petit peu tout ça. Alors, les solutions d'adaptation. Je reprends le même document que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau de la Commission européenne qui présente en fait une hiérarchie d'adaptation pour les bâtiments. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Et ce document a été établi en prenant un certain nombre de publications scientifiques et d'agréger ça au niveau européen. Et ce qui est assez intéressant, et bon, ça paraît assez intuitif, enfin, en tout cas naturel, quand on est dans le domaine, c'est on s'attaque déjà à l'échelle de la maille ville ou quartier. Okay, et de l'environnement du bâtiment, on le considère dans son environnement. Ensuite, on regarde les opportunités, soit au niveau de la rénovation, de la réhabilitation du bâtiment. Okay. Sur les nouveaux, on regarde les risques d'exposition aussi. Et on est toujours dans une approche assez, ce qu'on appelle système passif, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord, typiquement, d'optimiser l'enveloppe. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde ça et puis on diminue les besoins. Okay, et puis une fois qu'on est arrivé au bout du truc et s'il y a encore des choses qu'il y a à faire, c'est typiquement si on a besoin de la clim, et du coup si on en a besoin, on en aura besoin quelque chose qui est assez modéré. Et on se prémunit aussi de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le jour où le réseau il tombe et qu'on n'a plus d'électricité et on ne va pas ramener des sacs de glaçons par l'armée chez tous les habitants. Donc c'est vraiment cette stratégie qui est opérée et proposée. Et globalement, pour faire simple et schématique, la première chose, ça paraît assez évident, mais c'est déjà se protéger. Alors se protéger, le changement climatique, le rayonnement, du coup, c'est déjà minimiser, optimiser les apports solaires. Donc, on parlait de l'environnement, le premier truc, si on raisonne à l'échelle, savoir le bâtiment, dans quel quartier il est. Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des arbres qui vont perdre leurs feuilles ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments? Quel type de bâtiment on va avoir? Okay, et donc du coup, après, jouer sur les occultations, donc soit avoir des casquettes pour minimiser ça, soit avoir des stores, avoir des vitrages à contrôle solaire, électrochrome, etc., etc. Deuxième chose, une fois qu'on a minimisé les gains, il faut avoir des bâtiments qui permettent une ventilation naturelle nocturne. C'est-à-dire que typiquement, la nuit, si on peut, si les températures ne sont pas trop hautes, si on ouvre et qu'on peut avoir tiré de l'air, on va pouvoir rafraîchir de manière assez efficace le bâtiment. Donc pour cela, il faut avoir des logements qui soient traversants. Donc si on est à plat, c'est assez simple. Et puis on fait aussi par étage si on est d'un logement collectif. Alors ça peut poser des soucis en termes sur de la rénovation, parce qu'on ne peut pas toujours le faire. On subit la localisation, l'orientation et la forme du bâtiment. Il faut optimiser par rapport à ça. Les brasseurs d'air, ça marche pas mal aussi. Alors ça, c'est une stratégie qui est plutôt active, mais qui consomme assez peu d'énergie, mais qui marche assez bien, qui est mise en œuvre dans les pays chauds. Et puis ensuite, isoler ou rénover et avoir une rénovation, on va dire, globale, est efficace, notamment si on fait une isolation par l'extérieur. Okay, donc on va à la fois isoler, abaisser les besoins, on va avoir de l'inertie, et puis on va minimiser tout ce qui est perte par pont thermique. Donc ça peut être assez efficace. Et ce qui est vu, alors on l'a dit tout à l'heure un certain nombre de fois, c'est vu comme plutôt une mesure d'atténuation pour baisser les émissions à gaz à effet de serre, mais c'est aussi
adapté par rapport à ça, parce que quelque part, on s'isole aussi par rapport à la chaleur. Okay, donc, bon, dans les travaux d'André, ça a été montré assez clairement. Et puis, il y a tout un tas de publications. Alors là, souvent, c'est des publications à l'échelle du cas d'étude. C'est-à-dire, on va prendre un bâtiment qui est à Rome, qui est à Madrid, qui est à Berlin, puis on va faire un certain nombre de scénarios de rénovation, et puis regarder avec les scénarios climatiques, et puis regarder ce que ça donne. Très souvent, l'approche qui est opérée, c'est on fait une hypothèse, on se dit, on va garantir le confort, on va regarder les besoins idéaux en chauffage et en rafraîchissement, et on regarde quelle est l'optimalité en termes de consommation par rapport à ça. Une autre façon de faire, et si on prend typiquement une approche type dans la RE 2020, c'est plutôt on reste sans système de régulation, et on regarde en termes de jours d'inconfort ce que ça donne, et pour le coup, on peut se retrouver avec des conclusions qui peuvent être assez différentes, parce que on ne regarde pas la même chose. Donc, le message par rapport à ça, c'est l'optimalité dépend de l'objectif qu'on va se donner et des critères qu'on peut prendre par rapport à ça. Voilà. Mais c'est possible de le faire. Il ne faut pas les prendre solution en silo. Okay, voilà. Et donc là, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire, donc les apports solaires, les casquettes, hein, okay, parce que les fenêtres, c'est quand même important pour faire rentrer la lumière. On ne veut pas tous vivre, je pense, dans des châteaux forts avec des meurtrières. Okay, vous inquiétez pas, nous les débats on peut les avoir aussi en interne des fois avec les gens qui aimeraient bien que tout soit vitré et d'autres qui aimeraient que tout soit opaque, voilà. Mais on a besoin de ça et du coup il y a un compromis à trouver entre la transmission lumineuse et puis le facteur solaire. Voilà, donc déjà on peut travailler avec ça, aussi avoir les fenêtres qui sont un peu en retrait, donc ça c'est beaucoup des questions d'architecture, hein, okay. Et puis après des vitrages à contrôle solaire qui permettent de réfléchir une partie du rayonnement incident. Alors après on peut se retrouver avec un problème qui est, on peut se retrouver avec être contributeur de l'effet d'îlot de chaleur urbain, parce que typiquement c'est si vous allez à la Défense par exemple, l'été c'est pas très... Moi en 2003 j'étais stagiaire à la Défense, je peux vous dire que c'était pas forcément très sympathique, mais du coup on développe aussi des nouvelles solutions avec des vitrages rétro-réfléchissants, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir vers le soleil. Okay, donc ça c'est possible, ça existe déjà. Okay, ensuite on a parlé de l'isolation, donc préférentiellement typiquement par l'extérieur, hein, voilà, et puis la ventilation naturelle, voilà, qui permet d'assurer tout ça. Voilà. Et ensuite il y a une partie aussi, c'est là on parle de l'enveloppe, donc on a une vision très, on va dire, d'ingénieur, mais après il y a les gens, et après il y a à quel moment on va s'adapter, on va pouvoir aussi s'adapter physiologiquement à ces températures, hein, parce que la notion de confort adaptatif dit que quand il fait chaud au bout d'un certain temps, en fait on est plus tolérant à ces variations de température. Donc quid de dans 30 ou 40 ans, quand on sera habitué à vivre avec 3-4 degrés de plus, les niveaux de tolérance qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui ou tels qu'ils sont rentrés dans la réglementation, ils évolueront peut-être aussi, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudra étudier en tous les cas. Voilà. En termes de conclusion, je veux dire, c'est beaucoup du cas par cas, donc les solutions, elles existent, mais après, c'est vraiment l'environnement du bâtiment à prendre en compte, les objectifs qu'on se donne, et globalement, les principes généraux, c'est protéger, ventiler, isoler, et en privilégiant d'abord de réduire les besoins, okay, et puis après, s'il y a besoin, en rafraîchir en rajoutant de la climatisation. Okay. Ce qui permet aussi, typiquement, on a besoin de moins de besoins, mais après, en termes de dimensionnement, c'est hyper important aussi de connaître où est-ce qu'on va installer ces systèmes-là, et du coup aussi d'avoir une très bonne connaissance de la performance de l'enveloppe, des systèmes, et pour le coup aussi de faire des études pour objectiver cette performance avec des études pré- ou post-occupation. Okay, et après, bon, ça a déjà été dit plein de fois, mais du coup, de ne pas raisonner en silo et de vraiment regarder l'ensemble des risques et de les hiérarchiser, de prioriser, si on veut adapter de manière satisfaisante tout cela. Et puis après, j'ai envie de dire, effectivement, ça implique tout un tas de parties prenantes. Alors, on va dire à la fois, des métiers techniques, urbanistes, architectes, ingénieurs, des sociologues aussi, hein, tout ce qui est entretien. Et puis après, les dimensions réglementaires et socio-économiques, tout ce qui est problématique d'assurance, financement. Et ça a déjà été dit, mais typiquement, quelque chose qui est, on va dire, assez curieux, je vais dire ça comme ça. Dans la réglementation actuelle, on va prendre en compte un fichier météo correspond à la canicule de 2003, mais on ne prend pas en compte un fichier météo correspondant au climat de 2050-2070 avec les différents scénarios qu'on peut avoir. Pour autant, les données, on les a déjà, et les bâtiments qu'on construit aujourd'hui ou qu'on rénove aujourd'hui, ils sont faits pour durer un certain nombre d'années. Donc ça, il n'y a pas de barrière technique ou scientifique, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que ça rentre dans la réglementation pour que ça soit des choses qui soient faites de manière quotidienne et, par les bureaux d'études, et qu'après, ça permette aussi de prescrire des solutions qui permettent de prendre en compte cette réalité qui va arriver, quoi. Voilà. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est politique publique, et notamment tout ce qui est dispositif d'aide publique
par rapport à la rénovation. Et là, il y a eu un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Oreno, il y a des projets qui ont commencé à regarder ça il y a un an, pas particulièrement sur l'adaptation, mais plutôt sur l'atténuation, mais qui sont intéressants à ce titre. Voilà. La question des migrations internes, typiquement, de se dire, là, ça commence à arriver un petit peu dans les médias, et on commence à avoir des stats de gens qui disent, moi, surtout les plus jeunes, qui commencent à se dire que je déménagerai peut-être aussi par rapport à des questions de problématiques climatiques. Et donc, du coup, en fait, les besoins et la consommation dans l'habitat, elles dépendent des gens et du nombre de logements et des personnes qui y vivent. Donc, du coup, si on force le trait, il y a moins de gens qui habitent en PACA et que tout le monde part en Bretagne et en Normandie, du coup, c'est pas la même chose. Ça a aussi un impact sur les réseaux. Voilà. Et puis ensuite, d'un point de vue scientifique, méthodologique, il y a tout un tas de développements à poursuivre pour intégrer ces interactions entre les bâtiments et leur environnement, notamment tout ce qui est îlot urbain. Donc c'est multi-échelle, que ce soit spatial et temporel, et multi-risque climatique. Donc ça, il y a des travaux en cours, il y a tout un tas de projets de recherche, mais il faut poursuivre ces efforts. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup.